Salut à tous, bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique que je vous propose avec d'anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est simple, reprendre la discussion là où on l'a laissée pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous partager et potentiellement de nouveaux insights, marchés ou produits. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission est simple, rendre l'expérience digitale efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité et en singularité. Si vous avez une épine dans le pied, parlons-en et écrivez-moi sur laurent@cosavostra.com ou sur LinkedIn, Laurent Kretz. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode du panier et des catch-up du panier sur lepanier.io pour trouver la newsletter. Belle écoute! Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. C'est la deuxième fois que je fais cette intro, ça m'était jamais arrivé, mais j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Heureusement, j'en suis rendu compte au bout de 2 minutes, tant mieux. Je suis très heureux de recevoir Mickaël, qui est le cofondateur de With The New, que j'avais reçu à l'été 2021, il y a 2 ans. Depuis, la boîte a énormément changé. Elle a beaucoup évolué. C'était l'épisode 108 que je vous invite à écouter, où Mickaël me raconte comment ils ont commencé un business dans la cuisine de tes parents ou de ton associé, je me souviens plus. C'était dans la cuisine des parents de mon associé. Voilà. Elle était un peu plus grande que chez moi, donc c'était pratique. Et 5 ans plus tard, 100 millions d'euros de volume d'affaires, quelques levées de fonds et la dernière à 20 millions assez récemment. Un opérationnel qui s'est vachement développé. Vous êtes combien aujourd'hui dans la boîte ? Aujourd'hui, t'as à peu près 130 personnes. Alors là, je prends les stagiaires, les alternants, la logistique, etc. Et combien à la log et à l'opérationnel ? Log et opérationnel, c'est une trentaine de personnes aujourd'hui. Une trentaine de personnes aujourd'hui qui ont traité plus de 500 000 paires l'année dernière en 2022. Et tu me disais que tu as une capacité à traiter jusqu'à 2 millions. C'est quand même une belle prouesse. Et surtout, d'un point de vue orga, ça doit être hyper intéressant ce que tu as fait. Vous vous êtes lancé en retail avec des corners. Tu vas me raconter pourquoi et qu'est-ce que ça t'apporte. Un marché qui a beaucoup évolué. Pour les marques, pour les revendeurs, avec un Nike qui resserre sa distribution, avec voilà plein de choses qui ont évolué. Une offre qui change, qui va changer. Vous étiez sur des sneakers uniquement. Maintenant, il y a du sneakers, du streetwear, de l'accessoire. Pourquoi ? Comment ? À quoi ça te sert ? Voilà plein de sujets que je suis très heureux d'aborder avec toi. On parlait télétravail. Je souris, pardon, parce qu'on avait commencé sur ce sujet lors du premier enregistrement qui n'a pas eu lieu du coup il y a 3 minutes, et tu me racontais la règle qui est donc 3 jours par semaine au bureau plus une semaine full distance autorisée toutes les 6 semaines. Exactement. Et je te posais la question de savoir si c'était suivi, validé, traité, si c'est une règle tu vois, appliquée avec rigueur. La règle, elle est suivie dans les équipes. Je pense qu'il y a certains endroits où il y a un petit peu plus de rigueur sur le suivi du télétravail présentiel, etc. Ce qu'on essaye de voir aussi, c'est est-ce que le travail est bien fait, est-ce que les gens passent du temps ensemble quand ils sont au bureau. C'est pour ça qu'on essaye de faire un mix des deux. Mais je pense que c'est propre à chaque entreprise. Nous, en tout cas, ça marche bien comme ça. Je dis pas que ça va pas évoluer dans le temps. C'était déjà différent il y a quelques années. Donc voilà. Donc je sais pas comment c'est de votre côté, mais on a un sujet, alors on en parlait avant de commencer l'enregistrement, mais qui est similaire, c'est la culture et l'ADN de la boîte. Il y a peu de jours maintenant où tout le monde se croise. Alors t'as quand même des noyaux, on est 50 à Paris, un truc comme ça. T'as quand même des jours où t'as 25 personnes qui vont boire des bières dans un bar qui est à côté, qui s'appelle le Jean Bart, et qui nous accueille et qui connaît les prénoms de la moitié de mon équipe. Je suis un peu inquiet d'ailleurs, mais bon. Mais tu vois ça, je trouve que ça me manque un peu. Et du coup, on se pose la question avec mes associés de réinstaurer présence obligatoire certains jours, les lundis, les vendredis, ou par équipe. Et moi, mon sujet, c'est que tout le monde bosse pas de la même manière. Il y a des gens pour qui le télétravail marche très bien et qui sont ultra engagés, investis, qu'ils soient au bureau ou à distance. Il y en a d'autres où tu sais moins, tu peux avoir des doutes. Et donc, je veux pas pénaliser ceux qui trouvent leur compte dans ce rythme. Pour aider, je pense plutôt ça comme de l'aide, ceux qui sont peut-être plus efficaces ou plus présents, ou en tout cas plus embarqués quand ils sont au bureau. Et c'est une question que je me pose là. Et je suis assez progressiste et libéral sur tu vois, la manière dont on bosse. Moi, je suis dans la confiance par défaut. À quel moment ta boîte a trop grandi et tu dois peut-être, tu vas trust but verify, hein, c'est ouais, je suis d'accord. Alors, je sais pas comment c'est structuré chez vous, mais nous, on essaye de pas mal s'appuyer sur la fonction RH, qui passe beaucoup de temps, en fait, à discuter de sujets qui sont pas des sujets business ou du sujet
vraiment très propre au business de l'entreprise, sur plutôt comment les gens se sentent, est-ce que les gens sont impliqués, est-ce que les gens sont épanouis, est-ce qu'ils sont heureux, est-ce qu'ils se voient suffisamment, est-ce qu'ils parlent assez, pour essayer de voir où est-ce qu'il faut qu'on place le curseur. Nous, on peut toujours avoir un avis, mais comme tu l'as très bien dit, la boîte grandit beaucoup, donc en fait, on est moins proche de tout le monde. On discute moins avec chaque personne, on est moins en meeting avec chacune des personnes, tout simplement parce que le temps ne nous le permet pas. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on fait pas au moins un jour où on demande à tout le monde d'être en présentiel, parce que ça permet à tout le monde de passer un peu de temps ensemble et de pas trop perdre la culture d'entreprise. Donc, la manière dont on pourrait éventuellement ajuster le curseur, c'est qu'est-ce qu'on essaye de corriger en mettant un petit peu plus de gens au travail. Est-ce que c'est de l'implication? Est-ce que c'est pour que les gens se voient? Est-ce que c'est pour redynamiser un peu la culture d'entreprise? Et ça, j'ai envie de dire que pour avoir le biais le moins important possible, j'essaie en tout cas de m'appuyer sur les gens qui font ça de leur quotidien dans la boîte, quoi. Donc peut-être que nous on remettra. Avant, on avait lundi et vendredi qui étaient obligatoires au bureau. Là, il n'y a plus aucun jour qui est obligatoire au bureau. On essaie de faire en sorte que les gens soient là le lundi. On fait un point avec toute la boîte qui offre la semaine. Mais je pense que faire un jour obligatoire par semaine, ça peut être une bonne idée dans notre cas, mais ça, je pense que c'est propre à chacun, quoi. Ouais, t'as aussi un truc qu'on peut faire, on a parlé, on y réfléchit, c'est de gagner ton droit au télétravail, tu vois, en fonction de ton expérience, ta maturité, je sais pas, ton historique dans la boîte. T'es jeune, c'est 5 jours, et puis, enfin, t'es jeune, pas jeune recruté. De toute façon, moi, j'impose les 2 premiers mois full-time. Ouais, nous, c'est pareil. Ok. Nous, c'est pareil. Alors, je crois que la règle, elle est vraiment suivie à 100% pour tout ce qui est stagiaire alternant. Et après, pour les CDI, honnêtement, je connais pas la règle par cœur. Donc, je pourrais vérifier. 130 personnes, vous étiez 60 quand on a enregistré il y a 2 ans. Alors, tu m'avais pas donné le volume d'affaires, si? Tu te souviens de ce que vous avez fait en 2021? Ouais, en gros, on a fait x2 en 2022. Donc, c'est une petite idée de où est-ce qu'on atterrit en 2021. Mais les équipes ont beaucoup grandi, tant sur le volet opérationnel que, j'ai envie de dire, à peu près dans toutes les autres équipes de la boîte l'année dernière. Et un marché qui a bien changé. Ouais. Raconte-moi. Donc We The New, ça a 5 ans maintenant, lancé en mars 2018. On a une véritable explosion du phénomène sneakers et surtout, j'ai envie de dire, une démocratisation de ce marché-là, qui était très intéressant pour les marques parce que ça leur permettait de faire beaucoup de croissance. Et pour nous, ça nous a permis, au fur et à mesure, d'élargir l'offre à plus simplement que des produits illimités, ce qu'on a qualifié d'un deuxième segment de produits qui reste difficile à trouver, mais qui sont les produits à la mode et demandés, qui représentent aujourd'hui, je dirais, au moins 60% de notre chiffre d'affaires. C'est des produits que vous trouvez pas spécialement en retail historiquement, qui sont parfois disponibles que quelques heures, quelques jours ou quelques semaines sur les étagères des retailers, mais qui ensuite sont introuvables. Et c'est avec ça qu'on a véritablement fait notre croissance en 2022. Et là, 2023, on se rend compte que le marché est encore en train d'évoluer parce que la lecture qu'on en a, c'est que les marques ont connu une croissance très très forte 2020, 2021 et dans une certaine mesure 2022, mais 2022 ça a déjà commencé à se tasser un petit peu en termes de consommation de manière générale, évidemment dans l'univers sneakers, sauf qu'elles ont tellement produit les 2 années précédentes, parce qu'il faut savoir que les marques elles produisent 12-18 mois à l'avance. C'est pas comme nous qui avons les produits 3 jours avant pour le vendre juste après. Les marques elles ont du stock pendant 1 an avant de le déployer. Je pense qu'avec la consommation qui baisse un petit peu fin 2022, début 2023, il y a un afflux de produits sneakers chez les retailers qui s'écoule moins que c'était le cas les années précédentes. Et donc nous, on se retrouve à avoir beaucoup de produits qui historiquement étaient des produits relativement limités, difficiles à trouver. Rares, ouais. Ouais, qui sont désormais disponibles sur les étagères des retailers. Donc on a un enjeu de continuer d'élargir l'offre, mais au bon prix. Parce qu'avant, les produits que vous trouviez chez We The New, vous ne les trouvez pas ailleurs. Désormais, ils sont disponibles dans d'autres magasins. Donc, notre métier, en fait, c'est de passer... On est rentré, en fait, par la petite porte sur ce marché, celui des produits en édition limitée qui se revendent pour 500 €. On a évolué vers un premier hybride où on trouve des produits recherchés, mais plus limités. Et désormais, l'objectif, c'est de devenir la destination de référence quand les gens veulent se faire plaisir sur des sneakers et du streetwear, à la mode, recherchés, authentiques, mais plus simplement que sur des produits limités. Et ça, on le fait très bien sur les sneakers. Et désormais, on a envie d'élargir sur la partie streetwear et sur la partie accessoires. Peut-être des marques comme Supreme, que tu connais très bien, où un simple t-shirt peut valoir 250 €. Mais dans le placard de tout le monde, il y a en général un pantalon ou un t-shirt Carhartt. Il y a souvent une doudoune The North Face. Et donc, il y a plein de marques comme ça qui font partie de l'écosystème, qui font partie de cet univers qu'on a envie de pouvoir proposer sur We The New. Et donc ça, c'est la direction dans laquelle on va à 18 mois.
Ça, c'est pour With the New. Et le marché en lui-même, je pense à Nike notamment, où il est, qui réduit un peu, qui essaie de mieux contrôler son réseau de distribution et du coup son offre. Je pense au fil d'attente que je vois. Alors, on en avait parlé, je crois, à l'époque, je sais plus, mais devant le magasin des Halles où j'amène mes filles à la danse le samedi matin parce qu'il y a des drops, et c'est maintenant pareil chez New Balance qui est juste à côté, et ainsi de suite. Exactement. Elles ont bien saisi qu'il y avait un sujet de rareté, c'est pas nouveau. Ouais. Vous faites 100 millions de volume d'affaires, vous n'êtes pas les seuls en France. Il y a des internationaux plus grands ou plus petits, il y a des locaux plus petits, enfin peu importe. Donc, il y a un marché. D'ailleurs, il y a combien le marché en France? T'as une idée? Le marché de la basket, je parle pas de la chaussure, marché de la basket en France, c'est 9 milliards, donc c'est énorme comme marché. Tout confondu. Toute basket confondue. Oui, donc que ce soit la basket de chez Sport 2000 ou la basket très limitée qu'on peut vendre sur With the New. Mais si je te prends toi et quelques autres gros acteurs, il y a bien 500 millions qui sont dépensés sur des baskets un peu rares Ouais, largement. Le grand chiffre qu'on a, alors c'est à l'échelle mondiale, on pourra ensuite faire le travail pour descendre jusqu'à la France, mais marché de la revente de sneakers limité, à l'échelle mondiale, c'est à peu près 30 milliards. L'Europe doit être un peu moins d'un tiers. Je serais pas surpris que la France soit entre 500 et 1 milliard sur ces produits vraiment limités. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on est même un peu plus loin que ce marché-là. Je prends un exemple tout simple, mais on vend des Air Force One blanches, paire de baskets que tu peux retrouver historiquement très 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 difficilement chez les retailers, parfois un peu plus facilement aujourd'hui. C'est un de nos top 10 best-sellers de l'année 2022. Et donc là, on n'est pas un retailer directement, parce qu'on travaille pas avec les marques, on travaille avec notre réseau de revendeurs qui sont des particuliers et des professionnels partout en Europe, mais on est passé du marché vraiment des sneakers limités au marché de la basket de manière globale. Et c'est là où il y a un vrai potentiel de croissance pour With the New. Et c'est ça qui est super intéressant. Tu me faisais part d'un petit tour shopping récemment à Londres, avec des observations sur les retailers, justement. Ouais, exactement. Donc je fais jamais les magasins quand je suis à Paris, parce que soit je bosse, soit je suis avec des amis. Quand on part en week-end, on se dit on va peut-être regarder les magasins pour une fois. Et c'est vrai que j'étais assez surpris de voir tout ce qu'il y avait sur les étagères des retailers. Historiquement, quand tu voulais une Nike Dunk, une New Balance 550, qui est probablement la silhouette pour laquelle tu vois des gens faire la queue le samedi matin, des Jordan 1 Mid, des Air Force One, c'est des choses qui restaient jamais sur les étagères des retailers historiquement, et qui désormais sont un peu plus présentes. Et je pense que c'est un phénomène combiné de, une consommation qui est un petit peu moins importante depuis 6-9 mois. Et deuxièmement, le fait que les marques aient fait beaucoup de quantité ces dernières années, et que il y ait comme un effet ciseau entre une consommation qui baisse un petit peu et des volumes qui étaient en croissance, qui fait que les produits sont sont disponibles chez les retailers plus longtemps. Et donc notre enjeu désormais, c'est d'être aussi bien pricé que les retailers sur tous ces produits-là, parce que je trouve que l'image de marque de With the New est plus forte, on a une très bonne présence en digital, pour que en fait les gens puissent se faire plaisir sur du limité ou sur des produits qu'ils peuvent trouver en retail sur With the New au même prix, avec le même niveau d'expérience et de service. Et donc c'est là où on est en train de faire évoluer le modèle pour se donner un potentiel de croissance qui est beaucoup plus élevé. Donc des retailers mieux équipés, des marques, tu me l'as dit tout à l'heure, mais qui produisent aussi plus, hein. Oui. Et les acheteurs qui sont équipés eux-mêmes, non? Tu me faisais part du Sneakers Report. Ouais, exactement. En tout cas, ce qu'on lit, c'est que chez les grandes marques, je parle de Nike et Adidas, Nike, Jordan, Adidas essentiellement, on pourra parler des autres parce qu'il y a des choses très très intéressantes qui se sont passées ces 12 derniers mois, mais en tout cas pour ces deux grandes marques, il y en a deux qui sont sous le même chapeau, Nike et Jordan, les gens achètent en fait depuis quasiment 2 ans une paire de Nike Dunk, une paire de Jordan 1, une paire d'Air Force One, et ça a été la stratégie de la marque, ça a été de prendre des silhouettes iconiques, de les revisiter au goût du jour. Air Max One par exemple, ça en fait aussi partie. Et donc c'est quoi la Air Max One? Air Max One. C'est la 98? À coup sûr, c'est quelque chose que t'avais quand t'étais plus jeune. Non, mais attends, moi j'ai jamais eu de basket, hein. Moi j'étais chez Bata. Hein. T'étais chez Bata? Non, Bata. Ah, Bata. Non, mais alors, je déconne, mais moi j'étais, on allait chez Go Sport, Decathlon était peut-être pas encore à la mode, je sais plus, mais on m'achetait les chaussures pas chères. Là, t'as une très belle paire de Jordan, là. J'ai une incroyable paire de Jordan, mais j'ai attendu 40 ans ou 35 ans. Très bien. C'est mes chaussures de gala que j'ai mis aujourd'hui. Très bien. La Air Max One, ouais, c'est la 98, c'est l'iconique, où maintenant j'en ai 5 paires. je devrais pas le dire, pardon. Donc voilà, t'en as 5 paires, ce qui
heureusement ou malheureusement, prouve mon point. Ouais. Que les gens en fait ont beaucoup de silhouettes, beaucoup de fois la même silhouette, et donc il y a cette volonté d'essayer de réinvestir un peu plus dans l'innovation pour trouver des nouvelles silhouettes qui marchent très bien. Il y a 2 ans, ils avaient sorti une nouvelle silhouette qui s'appelait la Nike React 87, qui a été un carton plein. Et par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des marques qui sont en train vraiment de prendre leur envol sur le marché des sneakers et qui étaient peu plébiscitées les années précédentes. New Balance fait un retour absolument incroyable depuis 18 mois. Une des raisons à ça, c'est que il y a 2 raisons. C'est la première, ils ont pris en creative directeur l'un des fondateurs de Aimé Léon d'Or, qui est une marque de streetwear. Il s'appelle Teddy Santis. Et donc il a pris et donc ça c'est le première très bonne décision. Et la deuxième bonne décision est devenue de la personne qui les a rejoints. C'est qu'il a repris en fait la stratégie de Nike, qui est de dire on va prendre une silhouette historique, on va faire 1 ou 2 collabs très très limitées, et ça va relancer la silhouette. Donc ils ont pris la New Balance 550 qui existait déjà, qu'ils ont revisité un petit peu. Ils ont fait des collabs avec Aimé et Léon Doré, donc ils sont pas allés chercher trop loin. Les paires son ancienne boîte, quoi. Okay. Ouais, qui est toujours son actuelle boîte, parce qu'il existe toujours. Les paires se sont vendues 400-500 euros. Et depuis, New Balance a sorti 30 coloris de 550 différents, qui au début se revendaient 200, 250, 300 euros. Et ils ont été peut-être, à mon avis, un petit peu gourmands. Ils en ont fait des millions et des millions et des millions. Donc maintenant, c'est disponible dans tous les New Balance du monde. Ce que je trouve un peu dommage pour une silhouette qui était la silhouette plébiscitée par tout le monde. Mais en tout cas, ça leur a donné un vrai coup de boost, parce que t'as plein de silhouettes qui se sont mis à cartonner, qui n'existaient pas avant, la 530, etc., etc. Et voilà. Et après, t'as plein de marques. T'as On Running, que tu connais peut-être. Tu vas taper sur internet, tu vas voir tout de suite à quoi ça ressemble. Ah, bien sûr, on en voit partout. Exactement. Je n'arrive pas à percer encore le succès de cette marque. On Running, On plus comme ON et plus le Exactement. Ils ont, je crois, 2 millions sur Insta. Enfin bref, c'est incroyable. C'est les seuls cette année. C'est des Suisses, hein. Je crois, oui. Pardon, c'est ce que dit le SEO de la marque. Swiss Performance Running Shoes and Je sais qu'ils ont beaucoup bossé avec Federer, si je dis pas de bêtises. Ce qui est assez amusant sur On, c'est que tu prends les résultats des marques de sneakers en 2022. Il y en a 2 qui ont réussi à se maintenir. La première, c'est Nike, et la deuxième, c'est On Running. Tous les autres, c'est moins bon que l'année dernière. Donc voilà, t'as Salomon qui fait énormément de choses très intéressantes. Tout le monde se réinvente pardon, excuse-moi. Salomon, qui est une marque que j'affectionne particulièrement parce que je fais du trek, alors pas du trail, mais du trek. Et ça me va bien. Bref, peu importe. Tu vas au rayon Salomon, au magasin maintenant Salomon à la Madeleine, t'as 50 paires, quoi. Différentes 50 modèles. Ouais. En fait, ils ont lancé le Lab il y a quelques années. Ouais. Qui sont, j'ai envie de dire un peu les innovations. Et c'est sous ce label-là qu'ils ont lancé énormément de nouvelles silhouettes de sneakers qui cartonnent. Et ils arrivent aussi à faire de très bons placements. Le fait que Rihanna au Super Bowl, qui est probablement la plus grande prestation grand public aux États-Unis, elle porte une paire de Salomon. Elle avait une paire de Salomon ? Ouais, elle avait une paire de Salomon. Alors, le nom exact, je veux pas le dire de bêtises. Le Super Bowl, c'est la finale de football américain. Ouais. Et il y a. C'est quelques centaines je pense que tout le monde le sait, mais je le dis quand même. Mais le halftime show, donc à la mi-temps, un show qui est chaque année est juste un truc incroyable. D'ailleurs, cette année, je crois qu'il y a eu plus de viewers pour le halftime show que pour le match. Ou en tout cas autant que pour les matchs. Enfin, ouais, ça m'étonnerait pas. Ça devient vraiment un gros fit marketing. Exactement. Et il y avait Rihanna cette année qui dansait, mais j'ai pas vu qu'elle avait des Salomon. Si. Je pense pas dire de bêtises. Je peux vérifier en live. C'est marrant parce qu'elle avait une montre. Si je me trompe, tu diras rien, mais. Non. Je suis quasiment sûr et certain qu'elle avait une paire de Salomon. Je t'ai coupé dans ton élan. Non, enfin, c'est juste pour dire que, même si au niveau des marques historiques, qui est ce dont on parlait, hein, beaucoup de quantité, des produits qui sont beaucoup plus disponibles sur les étagères, etc., il y a un vrai envol de plein de marques. Et de nouvelles silhouettes. On voit aussi des tendances un peu nouvelles qui arrivent. On est passé des chaussures au basket, et là on passe des baskets à l'hyper casual. Tu vois, Birkenstock, ça cartonne. Ils font des collabs ultra limités qui marchent super bien. C'est le rachat c'est l'investissement de Bernard Arnault, ça. C'est exactement ça. En tout cas, ils les ont achetés à un bon moment, je trouve. Ouais. Mais donc voilà, il y a plein de. T'as aussi une véritable tendance sur l'activewear. Ça existe depuis longtemps, mais l'activewear, c'est Salomon. Voilà, l'activewear, c'est Salomon. C'est, on va dire, des vêtements qui initialement sont prévus pour un usage technique, mais qui sont portés en fait pour la vie de tous les jours. Des Jordan pour aller au boulot, quoi. Des Jordan pour aller au boulot, mais non. Ou des Salomon pour aller. Tu prends plein de produits que fait Salomon, tu peux prendre plein de produits que fait North Face. Tu peux prendre le fait que toutes les marques font des collabs avec Gore-Tex pour faire des produits qui sont soit originaux, etc. Je te parlais de Kiss, une marque de streetwear très très en vogue qui vient de sortir une collab avec Columbia.
Tu vas regarder les vestes, il y a 14 poches dedans, c'est que des matériaux qui sont imperméables. La réalité, c'est que ceux qui la mettent, c'est pas pour aller faire de la pêche, c'est parce qu'ils vont se balader dans, je sais pas où, je veux pas faire de généralité, mais c'est plutôt une pièce de mode qu'un vêtement à un usage technique, en tout cas par les gens qui l'achètent aujourd'hui. Donc voilà, et ça dans les baskets, ça se fait aussi énormément. T'as une marque comme Hoka, que tu connais peut-être si... Comment tu l'écris? Alors ça, c'est pas facile, hein. C'est H-O-O-K-A, qui historiquement est une marque de running, qui se met à faire beaucoup plus de... Non, il y a un seul O. Il y a un seul O, pardon. Ok. Oui, bien sûr, ok, hyper connu. Ouais. Mais qui commence à faire plein de baskets qui sont très très cool. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et on commence aussi à regarder un peu, c'est plus loin du positionnement historique de We The New, mais c'est une tendance de fond du marché et on est sensible aussi à la démarche. C'est des marques qui se veulent un petit peu plus responsables. Et je pense que t'as pas de meilleur exemple que Veja. Et c'est dans ce sens-là que je voulais aller, pardon. Sur l'évolution du marché. Est-ce que toi tu le vois est-ce qu'il y a des Veja sur We The New? Pour l'instant, t'as pas de Veja sur We The New. Ça veut pas dire que t'en auras pas dans 12-18 mois. Alors, j'ai tout testé. Il y avait des Hoka, il y avait des... Ouais, il y a un petit peu. On essaie d'avoir un petit peu de tout ça. Et... Maintenant, c'est comment on a une offre beaucoup plus large à un super prix. Parce que mine de rien, on a construit la bonne expérience avec beaucoup de tech, enfin, tout ça on en a parlé, on pourra revenir dessus, mais on a construit une très très bonne expérience pour des centaines de milliers de vendeurs et de clients partout en Europe. Désormais, on va avoir le meilleur catalogue produit au meilleur prix. Ça, c'est notre vrai challenge des 18 prochains mois. Et ensuite, sur toutes ces sneakers qui sont, soit on peut les voir comme des sneakers responsables, soit comme des sneakers de ville. C'est une tendance tellement forte dans le marché qu'on ne peut pas l'ignorer. Maintenant, on essaie de voir comment on peut l'intégrer sans, j'ai envie de dire, casser le positionnement de We The New, l'image de marque qu'on a historiquement. Les marques aussi, comme les Nike, l'Adidas, essayent d'avoir des programmes avec des sneakers qui sont recyclés, des produits un peu plus responsables parce que, à mon avis, ce sont pas les meilleurs élèves. Mais donc voilà, on essaye de s'adapter au marché tout en gardant, j'ai envie de dire, le positionnement et l'image de marque qu'on a historiquement. Ok. Et ce report, le sneaker report, justement, disait que on pose la question de où est-ce qu'on va chercher les prochains acheteurs. Oui. Et alors? Où? Sur Internet. Non, bah écoute, il y a beaucoup de réponses à cette question-là. La première, c'est quelle offre produit et donc quel consommateur en face. Ça, c'est la première chose. Je l'ai dit tout à l'heure et je vais le résumer en une phrase, mais historiquement, on n'a que des produits limités. Désormais, on veut proposer tous les essentiels que les gens ont dans leur dressing, que ce soit des sneakers ou du streetwear. Donc, il va y avoir un vrai élargissement de l'audience qui est lié à l'élargissement de l'offre qu'on va proposer sur We The New. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, on fait déjà 20% de notre chiffre d'affaires en Europe, donc hors de France. L'objectif, c'est d'ici, j'ai entre 3 bonnes années, doubler ce pourcentage de chiffre d'affaires. Donc, continuer de croître sur le marché européen, Allemagne, Italie, Belgique, etc. En D2C? Oui. Enfin, via le site. Via le site. Et ensuite, ce qu'on a fait aussi dernièrement, alors on est sur des volumes un peu moins importants, mais qui est à la fois un levier marketing, mais aussi un levier business, c'est qu'on a ouvert des corners aux Galeries Lafayette. Donc on a 2 corners à Haussmann, un à l'homme, un à la femme depuis le mois de mars. On ouvre cette semaine, donc tout début juin, aux Champs-Élysées. On commence à réfléchir à éventuellement un magasin en propre, même si pour l'instant il n'y a rien qui a été décidé. Mais donc voilà, on essaye d'allier la présence digitale par une présence physique pour toucher des bassins d'audience qui sont différents, pour avoir une offre beaucoup plus complémentaire, et aussi créer un peu un cercle vertueux entre le digital et le physique. Les gens peuvent acheter et se faire livrer en magasin, ils peuvent faire des retours en magasin, ils peuvent essayer les produits en magasin, les acheter sur Internet, on peut faire de l'événementiel, on peut faire plein de choses pour interagir avec notre communauté, avec nos clients, avec nos vendeurs. On a déjà un point de dépôt physique pour tous les vendeurs parisiens dans le Marais, où ils viennent nous déposer leurs produits qui marchent très très bien. Donc voilà, essayer de garder ce lien soit humain, soit un peu interpersonnel qu'on peut avoir avec une partie de nos vendeurs et demain le faire avec nos clients. Donc voilà comment on voit un peu en tout cas le développement de We The New. La croissance, ouais. Bah, on va creuser parce que c'est hyper intéressant, mais je commence par le retail. C'est en plus une dépense un peu marketing, ça te permet d'exister, c'est de la réassurance, c'est du branding et c'est de l'expérience que tu fais vivre à tes clients. Pour l'instant, c'est donc des corners, c'est ça? Ouais. Tu réfléchis à ce magasin en propre, retail. Ça nécessite d'avoir une certaine profondeur de gamme par modèle, non, aussi? Ouais, complètement. La manière dont on travaille aujourd'hui, alors j'en ai pas parlé, mais ce sera une bonne transition pour revenir sur le magasin. Aujourd'hui, on a 2 offres sur We The New. T'as l'offre marketplace, tu passes une commande pour une paire, on l'achète auprès d'un vendeur, il nous l'expédie, on authentifie le produit et ensuite on te le livre.
Ça prend 5 à 6 jours. Et depuis novembre de l'année dernière, on a une offre de dépôt-vente pour les vendeurs. Ça veut dire qu'ils nous laissent physiquement tous leurs produits dans nos entrepôts et que toi, quand tu passes une commande, t'es livré en 24 heures en France, 48 heures en Europe. Ça s'appelle le consignment, la consigne en français. Et donc demain, si on veut ouvrir des magasins en propre, une manière de faire du stock sans avoir à immobiliser de la trésorerie, c'est avec du dépôt-vente des vendeurs. Donc ils nous laissent leurs produits physiquement dans le magasin. Donc c'est une manière dont on pourrait le faire. Pour l'instant, c'est que les corners. Le magasin en propre, on y réfléchit. Mais c'est un peu comme pour toute boîte relativement jeune en forte croissance. Il faut choisir un peu les projets, il faut prioriser. Donc est-ce que ça va être ça au détriment d'autres choses ou est-ce qu'on va choisir un autre projet qui est plus stratégique pour nous? On n'a pas encore tranché. Il y a les JO à Paris l'année prochaine. Bon, c'est peut-être une manière de rentabiliser aussi un peu l'investissement. Mais bon, faire une belle boutique, parce que si on le fait, on a envie de faire quand même, je vais pas dire les choses en grand, mais avoir quelque chose qui, on veut pas avoir un petit magasin, quoi. Ça coûte aussi cher, quoi. Donc voilà. Pour l'instant, les corners, c'est une très bonne manière de tester le concept, de tester l'équation économique, de voir l'appétence des clients, de comprendre un peu comment construire l'offre et le service With a New si on le fait en physique, parce qu'on n'a pas d'expérience dans le digital, dans le retail, pardon. On n'en avait pas non plus dans le digital quand on a commencé. Mais bon, et si on le fait, on veut que ça marche. Tes corners vendent des produits. Ouais. Disponibles dans le corner. Exactement. Ok. Tu t'es projeté dans un corner ou un magasin où tu peux pas acheter, pas repartir avec ton produit. Enfin, tu fais 100 millions sur ta plateforme. Le magasin pourrait être juste un espace d'essai, de rencontre, d'expérience sur lequel tu passes une commande sur une borne et tu la reçois chez toi 2 jours après. Oui, on a déjà eu la discussion. C'est trop éloigné comme pratique de ce qui se passe aujourd'hui. Tu vas dans un magasin, tu veux repartir avec ton produit, quoi. Je pense qu'il y a de ça, déjà. Et je pense aussi que les gens ont de mon point de vue, en fait, la problématique du retail pour nous, c'est pas avoir de l'inventaire. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est good location, super expérience, très belle sélection produit. En fait, on veut que les gens aient un peu des étoiles dans les yeux quand ils rentrent et que quand ils ressortent, ils disent waouh, j'ai passé une demi-heure dans ce magasin, c'était trop génial, quoi. Et en plus, je peux repartir avec quelque chose. Quand on est dans un endroit pour lequel je me prends en tant que moi consommateur. Quand je rentre dans un magasin comme Kiss, par exemple, marque qu'on affectionne énormément, j'en prends plein les yeux, quoi. Je vois des choses que j'ai pas l'habitude de voir. Il y a une ambiance, une atmosphère qui est singulière. Le lieu à lui seul est juste très très beau. Et donc parfois j'ai envie de me faire un petit plaisir, quoi. Et donc ça peut être me prendre un bouquin sur les sneakers ou sur la mode ou sur l'architecture, j'en sais rien parce qu'il y a tout ça. Ça peut être me prendre une paire de baskets. J'en ai un peu trop à la maison, donc j'essaie de me calmer là-dessus. Ça peut être me prendre un t-shirt, ça peut être me prendre une paire de lunettes, enfin bref, peu importe. J'ai envie de flâner un petit peu, et peut-être que j'aurai un coup de cœur, et si j'ai un coup de cœur, je vais pouvoir repartir avec. Et donc si nous, demain, on fait un magasin, on a envie que les gens aient des coups de cœur quand ils rentrent. Et si on peut faire une vente, c'est bien aussi, ça permet de... T'as des exemples de magasins qui t'inspirent? Alors soit dans l'univers, soit ailleurs, mais de ce que tu voudrais faire? Est-ce que Shinzo, par exemple, pour nos amis parisiens... Shinzo, c'est un super magasin. Ils ont une sélection produit qui est vachement bien et franchement, c'est assez impressionnant. Hein. T'as l'impression que la rue Étienne Marcel, elle leur appartient. Et d'ailleurs, l'une de leurs dernières ouvertures, c'est Shinzo, justement, outdoor ou ouais. Tu vois, avec comment t'as dit ça tout à l'heure, de l'équipement sportif, mais ouais, du techwear. Du techwear streetisé, ouais, quoi. Techwear, activewear. Enfin, t'as un nombre de terminologies. Je pense que j'en connais même pas la moitié. Shinzo, c'est super, ils ont une top sélection produits, j'ai acheté plein de fois des produits là-bas. Au niveau de l'expérience, je trouve que c'est sympa, mais je ressors pas en me disant je veux retourner la semaine prochaine, quoi. Nous, moi, ce qui me marque dans les magasins, j'ai jamais été à part acheter des baskets, je m'habille avec un jean classique et un t-shirt blanc, quoi, en général. Toi aussi. Mais donc moi, mon petit plaisir, ça a toujours été les baskets. Donc, ce qui m'a toujours marqué, quand j'allais quelques fois faire les magasins, et 9 fois sur 10, c'était les magasins qui vendaient des baskets quand j'étais plus jeune ou encore aujourd'hui, c'est les produits que je peux voir, que je ne trouve pas ailleurs en général, et l'expérience quand je vais dans l'endroit. Que ce soit par la musique, que ce soit par l'odeur, que ce soit par les gens, que ce soit par le service, que ce soit par les vendeurs. Quand j'étais gosse, j'ai dû aller 15 fois chez Colette. J'ai jamais rien acheté. Pas d'argent pour acheter un truc chez Colette quand on a 16 ans. Tout est très cher. Mais à chaque fois que j'y allais, je trouvais ça cool de passer une demi-heure chez Colette. Je voyais des produits que je voyais pas ailleurs. Je voyais des gens qui avaient un style unique.
Bon, alors le magasin est rue Saint-Honoré, donc ça c'est aussi très agréable. Mais voilà, l'architecture, ils avaient un truc que je trouve débile, mais je sais pas pourquoi ça me marquait. Ils avaient un water bar, donc un endroit où on peut déguster différentes eaux. J'adhère toujours pas au concept. J'adhère toujours pas au concept, mais je sais pas. Mais tu t'en souviens 15 ans après. Mais je m'en souviens 15 ans après. Quand tu vas chez Kiss aujourd'hui, tu vois, ils ont ramené un restaurant qui s'appelle Saddles, qui est au milieu du magasin, sous la verrière. C'est un brunch new-yorkais où tout est très cher pour ce que c'est. C'est très bon aussi. Et j'ai craqué une fois, je suis allé manger. Mais les serveurs, ils ont la petite veste blanche comme quand tu vas à New York. Ils te servent, je sais pas, les bagels avec tes accompagnements sur le petit plateau qui font que c'est joli. Ensuite, à droite, t'as un endroit qui est plutôt une bibliothèque où t'as des livres, des bijoux, des accessoires, des produits que tu vois pas ailleurs. Ça a une atmosphère singulière. L'endroit avec les sneakers, c'est pareil, etc., etc. Et donc, en fait, c'est presque tu te balades et tu passes un moment avant de venir pour acheter un produit. Et ça, moi, je trouve ça génial parce que déjà, t'en parles. Tu dis pas, je suis allé, tu vas chez Courir acheter une paire de Jordan, quoi. Tu vas pas raconter à tes copains comment c'était d'aller chez Courir pour aller acheter une paire de Jordan. Et Courir, c'est une très belle boîte qui a réussi extrêmement bien dans le monde du retail. Donc j'ai pas de reproche à faire là-dessus, mais tu vas chez Kiss, tu dis, oh, il y a Saddles qui est au milieu du truc, et à côté, ils ont un bar à glace. C'est que leur glace à eux, et tu peux goûter la glace de Action Bronson, qui est, tu sais, ce rappeur qu'on adore, etc. Et la semaine prochaine, ils ont dit que il y aura la glace de Mbappé, parce qu'en fait, Mbappé, il vient toujours faire ces courses-là. Tous les exemples que je donne sont pas forcément vrais, mais en fait, t'as des histoires à raconter. Tu vas te balader dans le coin, il y a les bouquins, il y a les trucs, il dit, oh là là, il y avait cette montre avec ce truc-là, et ils ont un bouquin qui parle de ça, c'est trop intéressant. En fait, tu vois des choses que tu vois pas ailleurs, qui sont présentées d'une manière différente que ce que tu as l'habitude de voir ailleurs. Et moi, ça, je trouve ça génial. Donc, si demain on fait un magasin, j'aimerais qu'on tende vers cet idéal-là, parce qu'une boutique comme Kiss, hein, entre nous, ça a coûté plusieurs millions d'euros. Donc, on n'y est pas encore. Mais voilà, à notre échelle, faire quelque chose qui s'en rapproche, moi, je trouve ça cool. Je te parlais tout à l'heure de Aimé Léon Doré. Si tu vas dans une boutique Aimé Léon Doré, t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est que du bois massif partout. C'est lumière tamisée. T'as une paire de Jordan 1 de 85 qui était la même que Jordan portait, qui est accrochée. T'as des ballons de basket qui sont dégonflés. T'as leur petit café à côté qui est super bien décoré, où tu vas boire, moi je vois pas de café, bon, t'as les 14 sortes de café que les gens adorent. Tu prends un petit truc à manger. En fait, t'y vas pour vivre un moment, évidemment voir des produits, mais il y a une certaine singularité à ces endroits-là qui font que ça en fait aussi un objet marketing. Et je pense que c'est là que l'investissement a un certain ROI, si on réfléchit un peu plus d'un point de vue business. Ouais, l'enseignement, c'est de donner un maximum d'opportunités à vos clients, de raconter une belle histoire. Et pour ça, il faut faire vivre une expérience et soi-même raconter son histoire. Ouais, ce qu'a fait Cézanne dans ses appartements. Exactement. Ouais, ok, hyper intéressant. Et l'autre sujet sur lequel je voulais revenir, c'était l'international. Donc tu dis que tu fais 20% aujourd'hui, tu veux doubler d'ici quelques années, je sais plus. Ouais. On se donne 3 ans. Comment tu vas faire ? Comment on va faire Alors il y a des réponses très très business. De l'acquise, enfin, voilà. Mais on va dépenser des millions d'euros en marketing. Non, pas du tout. Ça c'était le monde d'avant. Des choses qui sont fondamentales, mais sur lesquelles on a déjà commencé. On a lancé là depuis quelques semaines des sites dédiés par pays. Donc historiquement, on avait un wethenew.com/de/it/es, etc. Désormais, on a des sites par marché. Donc un site pour l'Allemagne, un site pour l'Italie, un site pour l'Espagne, etc. C'est hyper important parce que ça te permet d'avoir bien meilleure performance, de commencer à travailler sérieusement ton SEO et donc d'avoir une véritable présence locale. Donc ça, c'est la première chose par laquelle on a commencé. Ensuite, le deuxième gros levier, c'est la marque With a New, qui aujourd'hui est essentiellement francophone. On a un super équilibre de 50-50 entre les hommes et les femmes, dont on est hyper fiers. Mais on a envie de développer cette communauté et cette marque à l'échelle européenne. Donc ça passe par du contenu, ça passe par des partenariats avec des influenceurs, ça passe par de la presse. Donc ça, c'est le deuxième volet de la stratégie. Et le troisième, qui est quand même indispensable, parce qu'on le fait même en France après 5 ans d'existence, c'est évidemment de dépenser aussi en marketing, en acquisition, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Google, sur Snapchat, etc. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est les 3 principaux leviers qu'on va utiliser. Il y aura peut-être des partenaires locaux qui pourront se faire. J'ai envie de dire, on va aussi se donner un peu carte blanche pour trouver des nouvelles initiatives qui sont, je sais pas si on appelle ça du gros hacking ou qui peuvent avoir un ROI un petit peu différent que les leviers d'acquisition traditionnels.
Mais par exemple, on a une marque de vêtements We The New qui marche super bien depuis quelques années. On fait des collabs fréquemment. On a sorti une collab avec Shot. Donc on a fait un Bombers, une Varsity Jacket. Là, on a une collab qui vient de sortir avec New Era. Donc on a fait des casquettes avec eux. Est-ce que à un moment on décidera de faire une collab avec une marque locale parce que c'est une manière pour nous de nous faire connaître? WTN. Ouais, exactement. Rebrandé. Historiquement We The New, désormais WTN. Donc si vous allez sur wethenew.com, c'est WTN. Mais vous tapez We The New, ça ressort aussi. Ok, je vois. Donc voilà, peut-être qu'on aura une collab aussi avec des marques ou des acteurs locaux. Peut-être qu'on fera un petit peu de retail aussi à l'international. C'est une manière pour nous de se faire connaître. Donc voilà, il y a plein de leviers par lesquels on peut actionner le développement à l'international. J'ai envie de dire que dans le monde dans lequel on évolue depuis une petite année, il faut essayer de le faire de manière relativement héroïste. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire à partir de maintenant. La Bonne Brosse, qui est sur un autre sujet complet, mais qui fait des bonnes brosses haut de gamme, hein, on parle de 120 € prix d'achat, a cette même approche et dit à l'international, je vais d'abord séduire, ou je vais en tout cas aussi essayer de séduire la clientèle par des corners dans des coins haut de gamme. Donc typiquement, l'équivalent d'un corner aux Galeries Lafayette va être un corner, je sais pas, chez Harrods ou chez Macy's, tu vois, pour une implantation à partir de ça. Non, complètement, je pense que l'approche elle est intéressante. Hein. On le voit d'un point de vue purement économique. Avoir un corner retail, ça permet d'être présent quelque part avec des investissements qui sont très peu élevés, parce que souvent il faut juste faire le setup du corner. Et ensuite en général c'est soit il y a un loyer, mais sinon ça peut être une commission simplement sur les ventes. Et derrière on bénéficie du trafic d'un acteur qui est déjà extrêmement implanté. Je prends l'exemple de la France, hein, aux Galeries Lafayette. Quand tu ouvres un corner aux Galeries Lafayette, bon, bah, t'es sûr que t'as des centaines, voire des milliers de personnes qui vont passer devant ta marque tous les jours. Et si t'as réussi à avoir un modèle où tu payes uniquement une commission sur la vente, bon, bah, ça t'a coûté zéro d'avoir des dizaines de milliers de visiteurs tous les mois qui vont découvrir ta marque. Donc, il y a probablement la même chose en Italie, la même chose en Allemagne, la même chose en Espagne. On ira peut-être chez Cortes Ingles en Espagne. Bon après je connais pas toutes les chaînes de tous les pays. J'aimerais bien le UK, mais bon le UK il y a les douanes, ça c'est un peu dommage pour nous. Par défaut tout produit qu'on va envoyer au UK à 20% de douane, ce qui fait que pour la compétitivité prix c'est un peu plus dur pour nous. C'est compliqué. Exactement. Faudrait bâtir une supply locale, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on se concentre sur les marchés européens. Je peux creuser. Plusieurs choses. La première chose, tu m'as dit avant on avait un withthenew.it ou DE et maintenant on a un site. On avait un withthenew.com/ DEIT, etc. Et maintenant, tu as un withthenew.de. Exactement. Ok, d'accord. On parle d'Europe. Tu veux aller plus loin? Va probablement aller un peu plus loin. Donc, on vient de finaliser là, une levée de fonds de 20 millions d'euros. Ouais. Donc, on a 3 fonds qui ont fait le tour de table. Singular, qui est notre fonds historique, qui a fait notre série A. Le fonds a été leadé par C4V. La levée a été leadée. Ouais, exactement. La levée a été leadée, par C4 Venture, qui est un fonds français, grosse expertise technologique et marketplace. Et on a un fonds qui est basé au Middle East, qui appartient au groupe Chaloub, qui est je dirais, premier acteur retail dans l'univers du luxe au Middle East. C'est un groupe qui, je crois, fait à peu près 5 milliards de volume, qui a des propres chaînes de distribution de marques de sneakers et de chaussures de manière générale, qui s'appelle Levels, qui fonctionne très très bien. Et donc, on va regarder, là, je pense, dans les prochains mois, l'opportunité du Middle East, qui, à mon avis, est assez forte, parce qu'il y a une très grosse appétence pour ces produits-là. Je dirais que l'univers concurrentiel est quand même moins important qu'en Europe. Et les acteurs qui sont présents sur le marché au Middle East sont essentiellement des acteurs retail, très peu digitaux. Et donc, je pense qu'on a une proposition de valeur qui est différente et donc complémentaire des acteurs qui sont présents sur le marché. Donc, je pense que c'est l'autre géographie qu'on peut être amené à regarder là dans les prochains mois. Et puis, s'il y a un endroit au monde où il y a une classe moyenne qui peut claquer 2005 dans une paire de sneakers sur un coup de tête, c'est peut-être là-bas. C'est peut-être là-bas plutôt qu'aux États-Unis où, alors c'est pas une question de richesse, pardon, c'était plutôt une question de concurrence. J'imagine que le marché est déjà bien trusté, quoi. Aux US, ouais, il y a quand même des gros acteurs, un peu moins Middle East, donc on va essayer de voir ce qu'on peut réussir à faire là-bas. Je reviens une seconde sur le retail et les corners. En t'écoutant, je pensais à un truc. T'es un distributeur, t'es une marketplace. L'enjeu marque, il est hyper important. Si je vois un corner où il y a des Jordan et des Midlow et des Dunk, Midlow. Non, des Dunk c'est low. mid ou low, faut choisir. Ah, des Dunk mid, des Dunk low. Pardon, je connais pas mal ce modèle. Enfin bref, il faut que We The New existe. Alors je vois sur ton site que t'avais un gros W sur les Galeries Lafayette. C'est un montage, ça, ou vous l'avez vraiment eu?
Non, c'était un C'est un montage, ok. Ça coûte un peu cher. Ouais, Ce jeu-là, il coûte un peu cher, c'est pas de publicitaire. Mais donc, ton expérience là-dessus, il faut faire exister With a New en tant que marque dans un endroit où je vais acheter des baskets d'autres marques, justement. Comment tu l'as réglé cette équation? Et ben, c'est une équation qui est 3 inconnus, quoi. Pas facile. Donc, faut savoir qu'aujourd'hui, les marques essentiellement Nike et Jordan ont tendance à pas mal resserrer leur distribution. Ce qui fait que ça nous donne la possibilité de vendre des produits aux Galeries Lafayette, par exemple. Je sais que pour le printemps, ils ont à peu près le même sujet. L'objectif, en fait, ici, c'est assez difficile à faire sur des corners, hein, pour être très honnête. On travaille là-dessus, hein, parce que ça fait que 3 mois, mais c'est par l'expérience et le service qu'on a envie de pouvoir faire vivre la marque With a New. En tout cas, à Haussmann, on ne vend que des sneakers. Au Galeries Lafayette des Champs-Élysées, donc qui ouvre à partir du mois de juin, on pourra vendre des produits With a New en propre. Donc, ce sera une manière de faire vivre la marque. Mais en tout cas, il faut pas se voiler la face. Quand on est dans un corner à Haussmann, on vend des Nike, des Jordan, des New Balance, etc., etc. Donc, les gens voient bien que les produits qu'ils achètent ne sont pas des produits de la marque With a New. Et donc, comment on peut leur donner envie de revenir chez nous pour acheter ces produits-là? C'est par la qualité d'expérience, du service, et aussi le fait que les prix qu'on leur propose pour ces produits-là sont compétitifs. Donc, c'est un peu ce triptyque qu'on essaye de construire sur le pilier digital et sur le pilier retail, pour que les gens se disent, si je veux me faire plaisir demain pour une paire de baskets sympa, je vais chez With a New parce que j'ai le bon prix, je suis bien servi et j'ai une super expérience, et c'est ce que je recherche quand je veux me faire plaisir sur une paire de baskets. Ce qu'on essaie vraiment de pas quitter de notre champ de vision, en se développant très vite, en faisant plein de choses qui sont, je vais qualifier de compliquées. Développer toute une tech pour une boîte qui fait 100 millions et qui veut proposer une super expérience à des centaines de milliers de clients, c'est quelque chose de très compliqué. Mais on essaye de pas quitter de notre champ de vision ce qu'on peut considérer comme étant les essentiels d'un bon e-commerçant, c'est-à-dire une bonne expérience, un bon service, un bon prix, quoi. C'est à la fois très simple, mais c'est aussi très difficile à maintenir quand on a des dizaines de milliers de références sur un site, des centaines de milliers de clients, des dizaines de milliers de vendeurs qui sont partout en Europe, et que chaque produit qui vient d'un endroit est destiné à un client bien précis, et c'est différent pour chaque transaction. Et passe par chez vous. Et passe par chez nous, exactement. Donc il y a beaucoup de tech pour fluidifier tout ça, et pour en fait être au service de l'expérience vendeur et client, et aussi du bon prix, parce que aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de vendeurs partout en Europe avec lesquels on travaille. On a des particuliers, des semi-professionnels, des professionnels, demain probablement des retailers et des marques. Être sûr qu'on propose toujours le prix le plus bas au client et que le vendeur derrière a bien le produit, c'est pas si facile que ça. Est-ce qu'ils le mettent parfois sur plusieurs plateformes? Alors, on n'a pas accès à l'information de manière totalement transparente, mais en digital, je pense que oui, les gens mettent les produits sur plusieurs plateformes. Donc, il faut aussi vachement, il faut faire attention aux défauts que les vendeurs peuvent nous faire quand ils ont listé virtuellement un produit, mais qu'en réalité, soit ils veulent plus le vendre à ce prix-là, soit ils l'ont vendu sur une autre plateforme. Donc, il faut trouver un autre produit, etc. Donc, il y a, en coulisses, il y a beaucoup de choses qui se passent, dont on essaye de garder pour nous, et c'est pas le job des clients. Les clients déjà cassent leur tirelire pour se faire plaisir sur une paire de baskets. Notre métier, notre mission, c'est de leur proposer une super expérience. Pareil pour les vendeurs, quand ils nous envoient un produit qui vaut 100, 200, 300 euros, il faut qu'une fois qu'ils ont mis le produit dans le colis, ils aient l'esprit tranquille sur le fait que il va arriver à destination en temps et en heure, ils vont être payés en temps et en heure, et qu'il y aura pas de problème tout au long de cette chaîne-là. Et donc c'est en ça que la tech a été centrale au cours des 2 dernières années, parce qu'on a construit des outils, des process, des solutions qui font que on peut proposer une super expérience aux vendeurs et aux clients. Alors la tech, mais il y a un autre pendant, et dernier sujet que je voulais en tout cas avoir ton avis et tes apprentissages, c'est les ops. 500 000 paires qui transitent par chez With a New en 2022, une capacité d'en traiter 2 millions, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ça nécessite, c'est un boulot. Ouais, c'est beaucoup de travail. Ouais, mais de conception. Enfin, tu te fais accompagner. Comment est-ce que tu as géré ça? Est-ce qu'il y a des cabinets de conseil que tu as consultés? Est-ce que c'est Alors, on a de très bonnes personnes en interne déjà. Ça, c'est la première chose. Et pardon, première question. Moi, je t'ai coupé, mais tout en interne? Ouais. Ok. Alors aujourd'hui, si j'essaie de faire une photo simple des opérations de With a New, on a un centre de dépôt dans le Marais, où les vendeurs parisiens, région parisienne, ou tous ceux qui viennent de France et qui veulent prendre le train pour nous déposer leur paire de baskets peuvent venir. Donc ils nous déposent la paire de baskets. Derrière, ça fonctionne comme un slot logistique. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui te réceptionne ton produit, et ensuite on authentifie le produit, on le met dans un colis, et ça part à la fin de la journée. Donc il y a rien qui est stocké là-bas, tout part en fin de journée. Ça, c'est le premier centre logistique qu'on a ouvert en octobre de l'année dernière.
Et non, en octobre d'il y a 2 ans. Et en mai dernier, on avait historiquement une petite logistique, mais là on s'est doté d'un entrepôt qui fait 800 mètres carrés, dans lequel on a construit toute une chaîne logistique. Je te dirais qu'il y a eu 3 grosses parties prenantes sur la construction de cette chaîne logistique. Tu as eu Sacha qui est notre COO, qui gère toutes les opérations depuis 5 ans. Une deuxième personne qui s'appelle Gaëtan, qui est un ancien de chez Vestiaire Collectif, qui gérait le centre logistique de Paris, qui est donc le responsable de ce centre-là. Et ensuite, il y a une agence, plutôt un prestataire qui nous a accompagnés sur la construction de cette chaîne logistique. Et donc ça, c'est notre vraie première chaîne logistique qu'on a construite, qui nous a permis de traiter 1 million de produits cette année. Je pense que oui, on monte à 1,5 million facilement. 2 millions, va falloir pousser un petit peu, et à mon avis, on me demandera de prendre un espace un peu plus grand. Et là-bas, en plus d'avoir toute la chaîne logistique, on a toute la partie consignment, donc avec quelques dizaines de milliers de produits qu'on livre en 24 heures en France et 48 heures en Europe. Consignment, c'est le dépôt-vente. Le consignment, c'est exactement ça, c'est le dépôt-vente. Et donc voilà comment on a construit cette chaîne logistique. Et en plus de ça, on a toute une suite d'outils informatiques qui ont été construits sur mesure pour nos besoins. Donc c'est-à-dire que comment ça fonctionne très concrètement. Aujourd'hui, un produit arrive, il vient de chez le vendeur. Dans la boîte de chaussures qu'il a mis dans un carton, tu as une petite étiquette avec son bon de vente qui récapitule toutes les informations avec un QR code. On scanne le QR code à la réception. Donc ça nous permet de confirmer qu'on a bien reçu le produit. Tu as aussi un transfert de responsabilité avec le transporteur. Enfin bref, il y a quand même beaucoup d'enjeux, hein, surtout quand tu reçois des milliers de produits par jour. Une fois que la réception a été confirmée, tu as la deuxième étape qui est le contrôle d'authenticité. Donc on s'assure que le produit est neuf, authentique, sans défaut de fabrication. On scanne une deuxième fois, et juste avec un scan, pour dire à quel point la tech a été bien faite, juste avec un scan, on valide l'authenticité. Ouais. Ok. Donc c'est le deuxième scan. Juste avec un scan, on valide l'authenticité du produit. Et on envoie le paiement automatiquement au vendeur. En scannant un QR code. En scannant le QR code. Ok. En scannant un QR code. Et ensuite, tu as une troisième étape qui est la mise en colis. Donc le produit est authentique. Et en plus de ça, la troisième action qui est réalisée au moment de ce deuxième scan, c'est l'affiliation. Ça veut dire qu'on va dire que ce produit que j'ai entre les mains part pour cette commande-là. Répète, pardon. L'affiliation, en gros, c'est le matchmaking entre le produit qui vient du vendeur et la commande du client. Oui, ok. Mais la réalité, c'est que je prends un exemple très simple. Disons que tu as commandé une Air Force One blanche en 42. Je suis quasiment sûr que tout le temps dans l'année, on a une dizaine de commandes d'Air Force One blanche en 42 qui tournent. Il faut que je m'assure que la Air Force One en 42 qui arrive, c'est bien la tienne. Celle pour la commande la plus ancienne ou celle pour la commande pour laquelle ça a été acheté. Et donc voilà. Et ensuite, troisième étape, dernier scan, c'est l'expédition. Donc tu scannes une fois, tu as ton bordereau d'expédition qui arrive, hop, tu le colles sur la boîte et après ça part. Mais donc voilà, toute cette chaîne logistique a été pensée d'un point de vue opérationnel et d'un point de vue technologique, et les deux sont extrêmement complémentaires. Hyper intéressant. Tu connais le temps moyen entre le moment où une paire arrive dans l'entrepôt et le moment où elle ressort? Est-ce que c'est un KPI que tu traques en plus? Ce qu'on traque, c'est le temps humain passé par commande. Ouais. Enfin, par paire. On est aux alentours de 2 minutes au total. Donc c'est assez court. En fait, la réception est quasiment automatique. Hein. On parle de, je sais même pas si on parle de 20 secondes. L'authentification, c'est entre 30 secondes et 1 minute 30. Dès qu'un produit coûte cher, t'as de meilleures contrefaçons, donc on passe plus de temps dessus. Sur les produits qui coûtent un peu moins cher, Air Force One blanche encore une fois, il y a beaucoup moins de bonnes contrefaçons. Et donc en fait c'est beaucoup plus facile de dire si le produit est authentique. Exactement. Donc c'est beaucoup plus rapide aussi. Et ensuite la mise en colis, ça dure quelques dizaines de secondes. Donc au global c'est à peu près 2 minutes de temps humain. Par paire. Par paire. Donc 1 million de minutes l'année dernière. En moyenne. Exactement. 1 million de minutes, c'est exactement ça. On pourrait redescendre en nombre d'heures, de personnes, etc. Je te laisse t'aventurer dans ces calculs-là. T'as un ordi sous les yeux. 2500 jours. Si je divise par les 150 jours travaillés, ça fait une vingtaine de personnes, c'est ça? Ouais, un petit peu plus. Parce qu'après t'as tous les il y a l'encadrement, il y a le. Exactement. T'as les side process, t'as le stock, il y a plein de choses en plus. Mais du coup, c'est ça. En moyenne sur l'année, on n'est pas très loin de ça. Donc ça va, les maths fonctionnent. J'ai pas dit de bêtises. C'est bien. Mon spotlight marche bien. On connaît le discours pour les investisseurs et les maths sont bien retombés derrière. Mais donc voilà, ça commence à être une grosse machine, mais surtout on sent qu'on en a encore énormément sous le pied, que ce soit d'un point de vue opérationnel ou technologique. On sent que la boîte elle peut faire x2 par rapport à cette année, et opérationnellement on sera capable de proposer le même niveau d'expérience et de service pour nos vendeurs et nos clients, et ça c'est probablement un des assets dont on est le plus fier. Sur un marché qui change, une distribution qui change, des marques qui changent, et un marché plus
contracté, on va dire, ou en tout cas plus tendu qu'il l'était avant. Mais ça, on en parlera dans quelques années avec un peu de recul. Écoute, c'est passionnant, j'aurais encore plein de questions, mais les catch-up doivent être rapides et ça fait déjà presque 1 heure qu'on se parle. Et surtout, je voulais te poser une question. Tu viens de lever 20 millions. En tout, vous avez levé combien ? Du coup, 27, un truc comme ça ? Ouais, exactement. On a communiqué sur 10 millions d'euros à la dernière levée. T'avais une petite partie de dette à l'intérieur. On parle de 2-3 millions d'euros. Donc, on est entre 27 et 30 millions d'euros. Ok. Il y avait un petit tour de site d'1 million au tout début de l'aventure. Alors, t'es un mec brillant, jeune, t'en as sous la pédale toi-même. T'as commencé dans ta cuisine avec ton associé. Vos associés, vous êtes combien ? David et moi, on est 2 associés. Vous êtes 2. Gérer le 0 to 1 depuis ta cuisine, lancer ta marque, inspirer, créer la plateforme, versus gérer une boîte qui fait 100 millions de volume d'affaires, j'imagine quelques dizaines de millions en CA, qui gère un entrepôt, qui gère, tu vois, c'est plus le même métier. Est-ce que tu es à ta place ? Est-ce que ça a été une question avec les investisseurs ? Est-ce que tu prends encore ton pied ? Est-ce que Ce qui est évident, c'est que c'est un métier très très différent de celui des années précédentes. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles on peut continuer de gérer la boîte à cette taille-là, c'est qu'on a des personnes très très talentueuses et expérimentées sur lesquelles on peut s'appuyer. Super CTO pour toute la partie technique, on a une personne qui est brillante sur toute la partie e-commerce acquisition, on a une personne sur la brand qui s'appelle Louise, qui est le premier employé de la boîte depuis le début, qui fait un travail extraordinaire. Sacha, dont je te parlais, qui arrivait quasiment en même temps que Louise, qui gère toutes les opérations. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la boîte, on peut absolument pas la gérer sans ces gens-là. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 2 ans et demi, quand on était 30-40. On pouvait pas tout faire, mais c'était un peu plus facile. Ensuite, sur le fait d'être à notre place, la question s'est pas du tout posée avec les investisseurs. Je pense que... Jamais. Non. Okay. Pour l'instant, on n'a jamais eu cette discussion-là. On est relativement jeune, mais on a une expertise sur le marché qui est difficile de retrouver ailleurs, je pense. Ça fait quasiment une quinzaine d'années qu'on achète, qu'on revend et qu'on vit basket, quoi. Donc on connaît vraiment, vraiment bien ce marché-là. Et on a compris, et on l'a dit de manière très explicite aux investisseurs, que ce qui va faire le succès de WeDayU dans les prochaines années, c'est évidemment la direction stratégique et la vision qu'on a et là où on veut aller. Mais c'est surtout le fait d'avoir des personnes qui sont beaucoup plus talentueuses que nous, à des rôles clés dans la boîte, et qui font beaucoup mieux leur métier qu'on le fait, quoi. Et ça, on est super à l'aise avec. Quand on cherche quelqu'un pour faire de l'acquisition, j'ai vraiment envie, même si je l'ai fait pendant 1 an et demi dans la boîte au début, je veux que la personne elle soit 10 fois meilleure que moi. Si on prend quelqu'un pour faire la partie financière, même si je suis encore les 2 mains dans les chiffres aujourd'hui, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui va m'apprendre énormément de choses. Donc, quand une boîte commence à être grosse, que ce soit 100 millions ou 300 millions, je pense pas que le sujet soit extrêmement différent. Ce qu'il faut, c'est s'entourer de personnes qui ont vécu par le passé des choses qu'on va vivre. Je parlais l'exemple de notre CTO qui a été CTO chez Pixmania juste avant. Il a déjà vu une marketplace qui fait quelques centaines de millions de volume. Il a déjà géré des équipes de quelques dizaines de développeurs. On va pas lui apprendre son métier, quoi. On a envie de quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui on se comprend, avec qui on est aligné, qui comprend la vision, qui est flexible, qui a envie de construire, d'aller de l'avant et qui est dans le bon mindset. Ça, c'est indispensable en plus de l'expérience. Mais que j'ai 10 années d'expérience de plus ou pas, je vais pas lui apprendre son métier de manager, quoi. Il a 20 ans d'expérience dans les pattes. Enfin, moi, je trouve qu'il fait un travail extraordinaire. Tous les feedbacks que j'ai eu des gens quand je voulais le recruter étaient très positifs. Et c'est pareil pour 4, 5, 6 autres personnes qui ont des rôles strat dans la boîte. Donc voilà. Après, est-ce que c'est plus challengeant ? Oui, je trouve que là, on est à un niveau de croissance et à un niveau de boîte qui fait que ça commence à être très challengeant. Ça, c'est évident. On va pas du tout se le cacher. L'année dernière, ça a beaucoup secoué. Lever de l'argent en 2022, les gens en parlent peu, mais c'est probablement pour nous l'épreuve la plus difficile qu'on a eue. Donc, combien de nuits blanches en 2022 ? Alors, j'ai toujours bien dormi. Par contre, on a de la chance. Moi, c'est mon problème. Ah, c'est le sommeil. Le CEO, il dort mal. Non, le sommeil, ça va toujours à peu près. Par contre, ça peut être des très grosses angoisses le matin, quoi. Très 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 grosse angoisse le matin. Et la seule manière que j'ai pour me calmer, c'est bien ou c'est pas bien ? Je me suis posé la question hier soir. Parce que... C'est la drogue. Ça, on peut pas le dire. Non, c'est le sport, courir. Non, c'est travailler beaucoup. Ouais, oui. J'ai l'impression que si je travaille, ça va s'améliorer. En réalité, c'est que pas vraiment. Une sorte d'exutoire. Bah, c'est surtout que j'ai l'impression de donner le max, quoi, en fait. Et c'est un peu. Serre-toi, c'est pas.
pour revenir sur ce que tu disais avant, c'est hyper intéressant. Et moi, je trouve que c'est un des plus grands challenges des managers qui m'entourent, c'est de leur faire comprendre qu'il faut toujours recruter meilleur que soi. Et c'est pas toujours évident. Quand c'est pas ta boîte, on te recruter plus fort que toi, tu te dis, maman, il va me prendre ma place, mais non, en fait, il va te faire grandir. C'est Steve Jobs qui disait, j'ai A players hire A players, B players hire C players, C players hire D players, et t'es pas loin de Z. En gros, la Ligue 1 recrute la Ligue 1 et attire de la Ligue 1. Il faut toujours recruter meilleur que soi. Je suis tout à fait d'accord. Donc ouais, c'est ce qu'on essaye de faire, mais bon, pour autant, ça reste très sport, quoi. Cool. Mickaël, c'était passionnant. Merci infiniment. Alors, tu n'habites pas loin, donc tu l'as découvert a posteriori. Mais merci infiniment d'être venu me partager ces nouvelles. Félicitations à David et toi pour ce beau parcours. C'est affreux de dire ça fait vraiment vieux con. Bah, félicitations en tout cas pour toutes ces... Bref, ce que vous avez réalisé jusqu'à présent en tout cas, et j'imagine qu'il y a encore plein de choses à faire. Mickaël Holtzman, Holzman sur LinkedIn, si vous voulez poursuivre la conversation. Exactement. Est-ce que c'est quoi ton enjeu là? Recrutement C'est quoi l'enjeu? On va essayer de structurer avec 1 ou 2 profils stratégiques. Je pense que ça c'est très important et c'est en lien avec ce qu'on disait avant, quoi. Si on veut aller dans la bonne direction, il faut prendre des gens qui... Profil stratégique sur je pense partie financière, probablement l'offre. Éventuellement sur la partie DRH aussi, hein, parce quand tu prends toutes les équipes confondues, 130 personnes, ça fait beaucoup de monde. On est des gens très bien aujourd'hui, mais encore assez jeunes et qui ont soif d'apprendre. Et ensuite, je pense que le vrai enjeu, c'est de passer... Donc on n'est plus une start-up, hein, je dirais qu'on est plutôt une petite PME maintenant, une PME, mais c'est de passer du player qui avait un chemin assez clair à suivre pour faire jusqu'à 100 millions. Et il faut qu'on passe, en fait, c'est comme si on avait construit un chemin, il faut qu'on construise une autoroute sur l'offre, les produits, la compétitivité, la structure opérationnelle. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on a envie de faire maintenant. C'est passer de 100 à quelques centaines de millions. Et donc pour ça, il faut construire l'offre, la bonne supply, toutes ces choses-là. Donc on est à un moment charnière dans la vie de la boîte, qui fait que c'est très excitant, qui fait qu'il y a aussi un peu d'inconnu. Donc faut rassurer tout le monde. Mais on est quand même très très enthousiaste sur notre capacité à... plus simplement être un leader en France, mais véritablement en Europe, et plus être simplement que sur des sneakers limités, mais vraiment un acteur de référence sur des sneakers et du streetwear, parce que c'est un truc dont on n'a pas du tout parlé, mais tu prends de la hauteur par rapport au marché européen, tu vas avoir un Zalando qui est le player de référence mass market, un Farfetch qui est le player du luxe, mais au milieu, si tu cherches un player qui est pertinent dans la culture urbaine, avec la bonne sélection produit, une bonne expérience, une image de marque forte, une communauté jeune, aujourd'hui, nous, on voit personne en Europe sur ce marché-là et on a envie de devenir cet acteur-là à l'échelle européenne. Donc c'est facile de le dire, un peu plus dur de le faire et c'est le travail des 18 prochains mois. À bon entendeur, salut si vous avez les compétences que Mickaël recherche. Mickaël Holtzman, merci infiniment pour ton temps, c'était cool. Ouais, c'était génial. Et puis merci à vous tous pour votre fidélité. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.